Не бродяги, не пропойцы за столом семи морей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы в глаза ее взгляните, как в спасение свое. Вы сравните с близким берегом ее. Вы сравните с близким берегом. J'ai eu vraiment une enfance, idéale enfance soviétique qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Bon, j'ai beaucoup aimé mon école, mes études, enfin ma vie, mes parents. Je suis issue d'une famille scientifique, donc mes parents n'étaient pas communistes, mais ils étaient des scientifiques de haut niveau, ce qui fait que finalement le niveau matériel était plutôt aisé. J'avais accès à beaucoup de choses culturelles très importantes. Je suis née dans la ville la plus belle du monde. Ils m'ont donné tous les moyens possibles aussi pour pouvoir avancer et continuer ma passion. Вы пропойте славу женщине моей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы в глаза ее. J'ai eu une formation extrêmement classique. Je pense que c'est une formation une des plus classiques au monde qui existe en ce moment. Et je ne le regrette pas. Mais c'est une formation des fois difficile à vivre parce que ça vous éduque avec une certaine rigidité et qui surtout est très très difficile pour une artiste qui doit après s'intégrer dans le marché d'art contemporain. Ça c'est quelque chose qui est à quoi l'Académie des Beaux-Arts russe, donc de l'Union soviétique à l'époque, ne préparait absolument pas parce que la question ne se posait pas. Il y avait c'était un métier prestigieux d'un artiste peintre officiel, si on veut bien dire, et dans le sens que après un diplôme des Beaux-Arts, vous avez un accès à des bons commandes avec évidemment les moyens de vivre bien, mais au prix bien sûr de concessions, de compromis, mais les compromis n'étaient pas toujours très très graves. On n'est pas obligé non plus de peindre toujours Lénine. Mais ce qui était très intéressant, c'est pour moi justement de pouvoir faire le maximum de choses en tant que peintre. C'est-à-dire, une fresque de 3 mètres, ça ne me faisait pas peur. Je pouvais faire aborder n'importe quel sujet, que ce soit Pouchkine, que ce soit le romantique. C'est ça qui m'intéressait. Et par contre, toute cette époque-là, la fin de mes études a coïncidé avec l'arrivée de Perestroïka. Et la période où beaucoup de valeurs ont commencé à changer, à se mettre en question. Et c'est là que cette formation des Beaux-Arts est très intéressante de point de vue métier, mais des fois c'est un grand frein pour votre intégration dans le monde de l'art. То, что носят на руках. Просто нужно очень верить этим синим маякам. И тогда нежданный берег из тумана выйдет к вам. И тогда нежданный берег из тумана выйдет к вам. Не бродяги, не пробойцы. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris
s'éveille. Quand les Français voyaient une Russe, ça intriguait énormément. Et j'ai eu cette période de curiosité des Occidentaux pour un Soviétique qui est sorti du pays. En plus, moi, je parlais français, j'avais vraiment pas de barrière de la langue. Et un jour, je faisais des croquis, il y avait un cycliste qui a discuté avec moi. Et il me dit, mais vous êtes qui? Hongroise, anglaise? Je dis, mais non, je suis russe. Sans blague! C'était vraiment une curiosité, une personne inattendue. J'étais une Russe de plus, et à cette époque-là, les Russes commençaient, ils n'étaient pas encore très nombreux, mais ils commençaient d'être de plus en plus nombreux. Donc en fait, il y a eu aussi un effet de sympathie, de curiosité pour un peuple qui arrive, qui c'était les premiers qui arrivent. Mais après, bon, il y a toujours une question, bon, finalement, ça s'arrête quand? Combien il y en aura de plus? Et j'ai vécu en fait tous ces stades en France. De premier, oh, une vraie Russe. Il y a un châtelain qui est arrivé chez une autre amie qui m'a reçu dans son château et qui a téléphoné et dit Madame, je peux venir voir parler avec une Russe parce qu'il m'avait vu visiter on était dans les visites des châteaux de Loire. Et bon, la châtelaine, bien sûr, est invitée, elle venait boire un thé vers 5 heures. Moi, j'étais en train de peindre dans son jardin. Et je vois la voiture arriver. Monsieur, il ne va même pas parler à la châtelaine et dire bonjour. Il s'assoit à côté de moi sur un bout de parapet. Il me dit j'ai toujours voulu, j'ai voulu absolument parler avec vous parce que je n'ai jamais vu une Russe en liberté. Mais vous avez de la chance, monsieur. C'est juste, il y a 3 jours que j'ai échappé d'1 euro et vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. C'était fou combien il y avait des fausses idées dans la tête de ce pays que j'adorais et que moi, finalement, connaissais beaucoup mieux que les Français imaginaient la Russie. Quand je suis partie à Paris, la majorité de mon entourage a trouvé que c'était totalement naturel, que ça devrait de toute façon arriver. C'est moi qui résistais, qui dis non, non, mais moi je reviens, je pars que pour 10 mois. La plus grande partie de mes amis croyaient jamais que j'allais revenir en fait. Après les premiers 10 mois, c'est vrai que partir, revenir en Russie, ça ne m'intéressait pas trop parce que j'ai à peine commencé à comprendre comment les choses fonctionnent. Donc pour moi, c'était vraiment beaucoup trop tôt. La période de 10 mois, je dormais 4 heures par jour. La nuit, c'était Paris la nuit, la Seine, les lumières des bateaux-mouches qui m'éclairaient mon atelier. Le matin, c'était les musées. Donc l'euphorie passée, c'est les questions plus existentielles qui ont commencé à m'intéresser et c'était beaucoup trop tôt de partir. C'est là que je me suis inscrite à la Sorbonne pour faire les études de philosophie de l'art. Et j'ai voulu comprendre comment est-ce qu'on peut s'adapter à l'art contemporain en tant qu'artiste sorti de cette génération académique et réaliste. J'avais déjà pas mal d'amis en France qui étaient vraiment de milieux relativement différents. En tant que boursière du gouvernement français, j'ai commencé aussi à avoir des relations suffisamment haut placées et intéressantes pour aussi comprendre un peu le cours des choses. Plutôt la Cité des Arts qui était ma pépinière de contact, ma pépinière de perception aussi, parce que là j'ai rencontré les Grecs, les Italiens, les Allemands, les Suisses. Sur le quai de métro, on se corrigeait le français si c'était une fois qu'on allait au musée ou 1 fois, tu vois, c'était vraiment... le milieu international est la quintessence de Paris, carrefour du monde. C'est ça que j'aime à Paris et c'est pour ça que je suis là toujours et encore. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. En France, c'est pas facile d'être classique, mais ceci dit, en France, c'est pas facile du tout d'être peintre complètement. Donc c'est vrai que moi, j'ai fait aussi un effort pour comprendre tout le reste du monde, pour pouvoir en fait aussi m'intégrer et ne pas rester une Russe soviétique qui est tiquée à moindre conceptuel.
Donc en fait, un artiste conceptuel, il n'est pas du tout garanti qu'il va en vivre. Mais bon, avec un peu de chance, il peut quand même être apprécié par les institutions parce que c'est quand même cette partie de l'art contemporain, de point de vue étymologique, contemporain est tout ce qui existe dans notre temps. Mais on est en France ici, on sait très bien que l'art contemporain, c'est quand même un langage plutôt langage avant-garde. C'est bien pour ça que moi j'ai entrepris les études de philosophie de l'art pour essayer de comprendre et de me situer dans ce paysage. Parce que c'est vrai qu'en arrivant en France, j'étais complètement perdue. Dans ce paysage et dans les valeurs de l'art et pourquoi est-ce que cet art d'avant-garde s'appelle l'art contemporain. Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Le salon des Batignolles que l'on avait créé il y a 3 ans et qui est, je dirais presque paradoxalement, est presque une idée plus de mon mari, de Jean-Luc, que de moi, c'est dire comment il me connaît bien finalement et comment il a su comprendre que finalement ça pourra m'épanouir dans un cadre effectivement naturel et pour ma culture. Je déchiffre, mais vous déchiffrez avec moi. Il y en a peut-être 20% des Russes qui le fréquentent et 80% de toute autre nationalité. Et c'est bien comme ça que je l'ai voulu. Il suffit en fait d'être amateur d'art pour pouvoir y venir parce que bon, les choses se passent quand même autour de la peinture, autour de musique, autour de toutes sortes de disciplines d'art. Et une autre devise qui, je pense, est très importante dans ce lieu de rencontre, c'est la tolérance. Le côté russe, en l'occurrence, c'est justement le plaisir de recevoir d'une manière ouverte, sans préjugés du milieu. C'est pas un salon mondain, c'est pour ça que c'est un salon russe. C'est un salon russe amical qui me fait revivre en fait mon enfance sans préjugés sociaux. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали, в черно-белом своем. Si on veut parler de la processus même de la création, mais il y a des choses que je ne peux pas supporter tellement il a échappé de ma volonté. Mais des fois, quand ça s'échappe, après finalement tu peux l'apprécier aussi parce que tu te dis ben oui, mais bon, ça doit être comme ça, pourquoi pas. À un certain niveau justement de la maîtrise de ce problème, c'est que quand je travaille, j'ai souvent envie de commencer, je fais des choses, mais des fois il faut bien finir parce qu'il y a vraiment des moments qui sont dans ma méthode de travail pas finis parce que bon, la question de point de vue art contemporain est inexistante finalement. Mais de point de vue mon métier et ma perception, il faut des fois les amener jusqu'à certains niveaux d'achèvement, c'est ça. Et bien j'ai beaucoup de mal.
Parce qu'à partir du moment que l'impression est dite, ça ne m'intéresse plus. J'aimerais bien que quelqu'un finisse à ma place. Les détails, j'en fais exactement le nombre qui m'intéresse. Après, il en faut des fois, parce que sinon, le public ne comprendra pas ce que c'est. Mais alors, qu'est-ce que ça peut être fatigant? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? C'est surtout la girafe qui a, si tu veux, une symbolique vraiment précise, tandis que les autres animaux, ça dépend du contexte quand même. Mais le cheval et la girafe, pour moi, c'est ce qui est d'ailleurs dans les amours urbains un couple parfois incongru, bizarre, moderne, qui transgresse les âges, les sexes, tout ce que tu veux, des notions de la société. Mais en même temps, c'est aussi un mariage de beauté, de l'harmonie, qui est pour moi un symbole, dont le symbole pour moi est le cheval, un animal extrêmement harmonieux dans ses mouvements, dans ses lignes, dans ses courbes. Et la girafe, c'est un peu le regard d'enfant au-dessus de problèmes de la société humaine, au-dessus de vanité, au-dessus d'amour-propre, au-dessus des guerres, des guéguerres, des conflits qui n'en valent pas la peine en fait. C'est-à-dire que là où on parle des fois de la peinture d'un enfant, et on dit qu'est-ce que c'est beau une peinture d'un enfant. Mais de là à devenir un peintre qui dessine comme un enfant, comme il y en a beaucoup dans notre histoire de l'art contemporain, il y a des fois certains qui sont parfois bien, mais de l'ordre général, c'est quelque chose qui ne me touche pas. J'aime pas quand un homme adulte essaye de se mettre dans la peau d'un enfant et de s'exprimer à sa façon. C'est jamais vrai, c'est faux. C'est faux, pour moi, ça sonne faux et ça ne m'intéresse pas. En l'occurrence, j'essaie de transmettre cette sensation que souvent les artistes cherchent à transmettre, cette propreté de regard et naïveté par le regard de la girafe avec ses grands cils et les yeux, de la pureté enfantine en fait. À l'avantage que c'est un grand animal. Et donc de ce long coup, la girafe, elle voit les choses un petit peu d'une manière universelle. À croire. Ma biographie n'est pas uniquement dans la vie de pèlerin qui traverse donc ce tunnel de la vie dans la continuité avec l'espoir de la vie, mais par exemple, je suis aussi bien le pèlerin que le bateau qui représente un peu plus le personnage qui fait partie de la société, donc un peu plus complexe, un peu plus lourd, et en même temps le rêve de la licorne qui s'envole à travers les cieux un peu orageux. Comme Matisse, pour moi c'est quelque chose qui doit contribuer au bonheur, qui doit vous soulever un petit peu de quotidien. Qu'est-ce que c'est d'apprendre à être heureux? On nous apprend plein de choses, mais on ne nous apprend pas d'être heureux. Mais notre vie quotidienne est tellement encombrée par une multitude de perceptions, des ambitions, des problèmes, que des fois on oublie d'admirer le beau ciel bleu et de savoir que là, cet instant,
on peut être heureux, on peut se sentir heureux. Alors des fois, mais si le ciel n'est pas suffisant, on peut se retrouver devant un tableau qui finalement peut peut-être plus facilement faire échapper la personne de son quotidien pressant et pesant. Moi, souvent, en fait, je pense dans la vie d'artiste, je raisonne comme dans une chanson de Bulat Akundjava, «Каждый пишет, как он слышит, как он дышит. Каждый слышит, как он дышит». Chacun entend comme il respire. Chacun écrit comme il respire et comme il entend. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que ça représente énormément de la notion justement de l'harmonie avec soi-même. Cette notion de l'harmonie, de la tolérance, de sensation d'existence comprise et perçue en tant que vie, en fait, c'est quelque chose qui est important, je pense, pour moi, oui. Et c'est une façon de travailler. D'après ma nature personnelle, je ne suis pas très nostalgique pour quoi que ce soit. J'essaie toujours de vivre dans le présent et dans le futur. Je suis quand même attachée à beaucoup de valeurs de mon enfance et de ma culture, pour lesquelles il faut toujours que je revienne à me ressourcer. Donc au moins tous les 6 mois, voire plus souvent, il faut que j'aille à Saint-Pétersbourg, à Moscou, enfin en Russie, pour un petit peu revoir mes racines. Mes amis, ma famille, mais aussi les racines et la ville, qui sert une sorte d'inspiration, d'équilibre aussi, d'équilibre de l'âme. Исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь, как в туман, от пролога к эпилогу. Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела. Почему не наше дело, для чего не нам судить? Были дали голубые. Каждый пишет, как он слышит, как он дышит. Каждый слышит, как он дышит. Chacun entend comme il respire. Chacun écrit comme il respire et comme il entend. Je travaille pour vous faire rêver. Наводил о прошлом справки и поручиком в отставке сам себя воображал. Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела. Почему не наше дело, для чего не нам судить? Вымысел не есть обман. Замысел еще не точка. Дайте дописать роман до последней.